C'est là la bataille. En fait, quand on parle de la bataille de PA, on s'en fout un peu de la PA. C'est le logiciel autour de la PA qui est important. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte, et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le dernier de l'année 2025. Et oui, Gauthier, on finit avec toi. Et ce que je te disais juste avant, c'est que on finit sur un sujet qui me tient hautement à cœur en termes d'importance d'explication au cabinet, tant je pense que ça va structurer déjà l'année 2026 et aussi toutes les années à suivre. À défaut, au moins, je dirais, les 5 prochaines années. On va parler ensemble. Déjà, tu vas nous présenter qu'est-ce que Shift, parce que Shift, c'est quand même une boîte qui est dans l'ombre. Mine de rien, et que pourtant je pense que quasiment peut-être tous nos auditeurs utilisent directement ou indirectement. Si c'est pas eux, c'est leurs clients. Quoi qu'il en soit, nul doute que Shift est utilisé par pas mal de monde. On va ouvrir le sujet de l'interconnexion des outils, l'importance des API, on va aller sur les MCP, on va parler de factures électroniques et de e-invoicing, et on va parler évidemment d'intelligence artificielle. Ça va pas pour autant être un podcast tech, quand bien même j'adore ça, mais je veux je veux que les auditeurs à la fin aient compris tous les tenants, les aboutissants, ce que ça apporte, en tout cas, ce qu'il faut comprendre pour pouvoir embarquer 2026 de façon sereine, le rôle des éditeurs dans tout ça. Je suis parti sur une intro qui est très longue. J'allais dire quelle intro incroyable. Et non mais attends, parce que j'ai pas fini. Vraiment, je te la fais jusqu'au bout. Ça va, c'est le dernier épisode de l'année. C'est ça, tranquille. En plus, le premier épisode de l'année sera avec Stéphane Reynaud, et donc on viendra, tu vois, parler, donc on reprendre de la hauteur sur la stratégie, ce qui s'est passé dans l'année, ce qui va se passer dans les années suivantes, sans rentrer dans la tech dans laquelle on va venir aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, tu vois aussi, je recoupe sur cette intro extrêmement longue, mais c'est que au café juste avant, je le dis, c'est que on parlait, tu me disais que tu avais écouté l'épisode qui est sorti avec Gilles il y a pas longtemps d'ailleurs à cette diffusion, et que dans les sujets dont on a parlé avec Gilles, notamment de la facture électronique, de la place de l'intelligence artificielle, tu voulais rebondir dessus dans cet épisode. Ça tombe bien, c'était le programme du jour. Bienvenue à toi dans le podcast de l'Accounting Business Club. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas, et hâte de parler de tout ça, quoi. Alors, ce que je te propose du coup, c'est à la façon de Mathieu Stéphanie, je le fais jamais, mais là pour le coup je vais le faire quand même, parce qu'encore une fois je trouve que Shift est une boîte de l'ombre. Est-ce que tu peux te présenter Shift un peu en quelques mots avant qu'on ouvre tous ces sujets? Donc moi je suis Gauthier Enrault, je suis le CEO et un des 3 cofondateurs de Shift. Donc moi je m'occupe plus de la partie justement non tech, donc ça va être bien pour aujourd'hui. Et j'ai 2 cofondateurs tech. Et du coup en fait avec Shift, ce qu'on a voulu faire depuis le début, c'est faciliter les intégrations pour les entreprises, mais les TPE, PME. On s'est rendu compte que en fait, il y a plein de différents logiciels utilisés qui sont assez mal intégrés ensemble. Et une TPE, PME, elle n'a pas l'argent d'une grosse boîte pour faire des gros projets, pour aller intégrer leurs outils. Donc c'est ça qu'on a voulu régler. Et en fait, en travaillant sur ce problème-là, on s'est rendu compte que pour avoir quelque chose de scalable, donc où tu peux vraiment aider plein de boîtes de la manière la plus efficace possible, il fallait en fait aider les éditeurs. Donc on s'est très rapidement tourné vers les éditeurs. On a construit finalement ce qu'on appelle dans le jargon des API unifiées. Simplement, c'est une multiprise qui permet à un éditeur de se connecter à toute une famille d'outils. Donc par exemple, on peut se connecter à tous les outils comptables, enfin tous, à une grande partie des outils comptables français, mais également belges, aussi en Nordique, en Espagne, en Allemagne, au UK. C'est-à-dire qu'un éditeur peut se connecter en une seule intégration à Shift et sera connecté à plein d'outils derrière. Alors attends, parce que là tu es rentré direct dans le vif du sujet, t'es rentré dedans, connexion, interconnexion, les entreprises. En bref, nous ce qu'on fait, pour résumer, c'est on permet à un logiciel A de parler à un logiciel B, mais on va pas directement voir l'entreprise ou l'expert comptable. Notre client, c'est le logiciel. Et c'est pour ça que tu disais on est dans l'ombre. Souvent nos clients vont dire on est connecté avec Y ou Z, mais en fait derrière ils sont connectés à Shift qui est connecté à Y ou Z. Mais de manière marketing, etc., ils vont dire on est connecté parce que c'est le cas, mais derrière celui qui a fait le gros du travail, c'est Shift. Donc je vais le traduire parce que toi tu vas pas citer d'éditeur, je vais m'occuper de faire cette partie, étant donné qu'on est 100% indépendant, et je vais citer des noms. Dans le principe, pour qu'on soit bien clair, Shift c'est ce qui permet à Penny Lane, MyUnisoft, Income et autres éditeurs du même style, de venir se brancher ou de récupérer automatiquement les écritures de caisse d'un restaurant qui serait sur, j'ai pas les noms des trucs, c'est la logique. Ouais. Idem d'un e-commerçant qui serait sur PrestaShop ou sur Shopify. C'est toi, en fait, c'est Shift qui permet de récupérer la donnée de l'outil du client vers
l'outil de production du cabinet. En fait, si on regarde de manière plus haute, sans encore parler vraiment de l'intégration spécifique que tu viens de dire là, nous, donc, on a des API unifiées, donc simplement des familles d'outils, et on s'est vraiment concentré sur la donnée financière des TPE-PME. En fonction de la verticale, en fonction du secteur de la TPE-PME, tu auras des outils différents. Tu viens de le citer, un restaurant ou un mec dans le retail, il aura une caisse. Un marchand en ligne, un e-commerce. Une boîte plus standard, un outil de facturation. Des hôtels, ça s'appelle un PMS, Property Management System. Et du coup, en fait, tu as ton outil central pour ta boîte, et tu as toujours une compta derrière. Mais c'est jamais souvent cet outil central, parce que la compta, c'est très difficile à créer. Et souvent, ces tailles de boîte, elles ont un expert comptable. Et donc, on se retrouve du coup avec plusieurs API unifiés, donc pour chacune de ces outils, caisse, e-commerce, machin. Et du coup, nous, on va aider des éditeurs à se connecter à ces outils. Donc, on peut aider des éditeurs de compta à se connecter à, en effet, les e-commerce, les caisses, les PMS, les outils de paiement comme Stripe, les outils de facturation comme celle-ci, Odoo, Axonote. Et donc voilà, donc nous on a en effet une capacité, si tu veux, d'unifier tout ça et donc de connecter un logiciel à plein d'outils. Et sans entrer dans la technique, en fait, soit lui s'intègre à nous, soit même on va plus loin, et c'est ce que les auditeurs connaissent peut-être, on a des flux. En fait, du coup, tu connectes par exemple, tu disais pas Penny Lane ou Income à Insoft, ensuite tu connectes ton e-commerce par exemple, et puis après tu as un mapping à faire pour dire où tu envoies la donnée, dans quels journaux, etc. Et tout ça c'est Shift, mais c'est brandé toujours avec le nom du logiciel. Ouais, c'est pour ça que je disais certainement que bon nombre d'auditeurs ne savent pas directement que tu es là. Ouais. Et pour autant, tu me disais que tu étais au congrès. Alors au congrès, c'était intéressant du coup pour voir tout le monde, mais tu avais cette fois les experts comptables qui pouvaient aussi venir te voir. Tu dis, vous êtes Shift. Ouais. Okay. Et en fait, on adore le congrès pour plein de choses. Évidemment, tous nos partenaires sont là. Enfin, donc, nos clients et nos partenaires. Donc, on a plein de connecteurs qui ne sont pas clients. Toi, donc des éditeurs qui n'utilisent pas nos API, mais qui font partie de nos familles d'outils. Donc, on va les voir. Il faut avoir une relation proche avec eux parce que on doit maintenir ces connecteurs, etc. Donc, on a fait partie de cet écosystème complètement. Et en plus de ça, on a les clients de nos clients, donc les experts comptables et les entreprises qui passent, qui voient notre logo, qui font c'est vous, trop chouette, j'adore votre outil. Ou alors d'autres qui ont dit tiens, c'est pas disponible moi sur X, Y, Z. Et puis après, je leur disais pas encore. Allez les voir. Shift, ça a combien de temps? 3 ans et demi, c'est ça ce que tu me disais? Ouais, donc on a créé la boîte en avril 2022. Ouais. Et vous êtes combien aujourd'hui? Là, on est 30. Levée de fonds même ou en... On a fait une levée de fonds il y a 1 an et demi. Donc on a fait une levée de fonds à l'époque en seed, comme on dit. Et en fait, nous on a un business model où, si tu veux, comme c'est de la récurrence qui grandit avec nos clients, a priori, du coup on n'est pas une boîte hyper capitalistique, on a besoin de plein de sales dans tous les sens, on a besoin d'experts. Donc on a quelques personnes par pays qui doivent être expertes. Donc on n'a pas, on va dire, des coûts astronomiques en termes RH, qui en fait dans une société de logiciels c'est principalement du RH. Nos coûts sont beaucoup sur l'infrastructure évidemment et la maintenance. Donc tous les développeurs. Donc en fait on a notre boîte c'est principalement des devs. Qui en fait deviennent les devs de nos clients, quoi, tu vois, et on partage, si tu veux, cette force de développement parmi tous nos clients. Parce qu'on a unifié ça. Parce que si, pour avoir quelques discussions parfois sur ces sujets tech, c'est que dès que tu viens parler d'API, grosso modo, c'est tes tech qui vont parler aux tech de l'éditeur et qui doivent trouver un accord ensemble. Alors, t'as l'API qui fait que t'as la documentation, ce qui est censé être comme ça, mais dans les faits, c'est parfois un peu plus complexe. Ouais. Et du coup, en fait, c'est pour ça que t'es une boîte tech qui parle aux tech, quoi. Ouais, et en fait, nous, on n'a même pas besoin d'API. Donc, enfin, je sais pas si tout le monde comprend ce que c'est une API. Vas-y, redéfinis un peu. Pour faire super simple, sans rentrer dans la technique, en fait, moi j'aime bien dire c'est une recette pour savoir comment se connecter au logiciel. Et donc, pour importer de la donnée, tu peux prendre ton Excel et tu le fais un drag and drop ou peu importe, tu fais un export. C'est déjà une manière d'échanger de la donnée. En fait, une API, c'est justement une recette qui va dire, mais en fait, pour aller pousser de la donnée ou récupérer de la donnée, donc c'est en bidirectionnel, dans notre outil, voici les recettes. Et donc, en fait, nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des connecteurs selon la recette qu'on nous donne. Et pourquoi c'est intéressant, c'est qu'en fait chaque outil a sa recette propre. Donc il n'y a pas, tu vois, un truc général pour la compta. Enfin, chaque outil aura sa propre recette. Où il y en a un qui va appeler contact, l'autre client, l'autre customer dans son outil, avec des logiques différentes. Et nous, on va mettre une logique au-dessus de ça. On s'embête, nous, à aller faire les connecteurs des fois un peu difficiles, parce qu'il n'y a pas toujours une API. Par exemple, Sage 100, pour les citer, il n'y a pas d'API. Donc on utilise, pour ceux qui connaissent, des objets métiers, des requêtes SQL, enfin bref, on va dans l'outil, si tu veux. Mais nous, à nos clients, on leur présente une belle API toute propre, bien documentée, on les accompagne. Donc ils sont connectés de manière super propre à des outils qui n'ont pas la capacité de se connecter comme nous. Donc nous, on va faire tout ce gros travail. On le maintient parce que ça a sa vie en fait. Donc les développeurs du logiciel changent quelque chose, boum, quelque chose est cassé, nous on doit vite le changer comme eux. Donc ça c'est ce qu'on fait et on permet à nos clients de pas se soucier de ça et de pas recruter des analystes, des devs, des gens qui vont tester leurs intégrations. Donc on leur fait gagner un temps énorme. Ils s'intègrent à nous, ils ont directement une centaine de connecteurs et ils doivent pas le maintenir. Et en fait ça c'est le plus gros coût sous-estimé. C'est parce que si jamais tu as la doc bien faite, tu vois, imagine un HubSpot, ils ont une doc bien faite.
tu peux créer ton connecteur facilement si t'es dev, voilà. Mais si t'as HubSpot et 10 autres affaires, ça devient un peu embêtant. Mais surtout que dans le temps, tu as une maintenance, HubSpot va changer son API, etc., qui fait que tout casse. Et si ton développeur qui l'a fait est parti, tu vas trouver quelqu'un d'autre qui rentre dedans, tes clients sont pas contents. Enfin, et nous, c'est tout ça qu'on retire, si tu veux, c'est tout ce problème-là qu'on retire des logiciels en leur disant, mettez-vous avec des experts, ça sert à rien de refaire, de réinventer la roue. La roue existe déjà. Prenez-la, elle roule très bien. Et en plus, au plus on a de personnes avec nous, au plus on devient fort, parce qu'au plus on a de connecteurs et au plus on aide nos clients. Donc c'est du win-win-win, quoi, tu vois. Ouais, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Tu disais, tu as commencé à évoquer certains pays. Aujourd'hui, tu bosses avec des éditeurs de sur quel territoire? Donc la France est vraiment notre pays principal. Ça a commencé en France. Ouais, ça a commencé en Belgique-France. Donc je sais pas le cacher, peut-être avec mon accent. J'espère que je lâcherai pas des belgicismes trop souvent. Mais du coup, non. Donc on a commencé Belgique-France en même temps. Donc notre premier client étant Virtuosa et Penny Lane. Voilà, Virtuosa pour la compta, Penny Lane pour les caisses. Donc, et directement, on a très fort grandi en France. La Belgique est un pays où il y a moins un écosystème fintech. Et alors, rapidement, nos clients français nous ont demandé d'aller en Espagne. Donc, on vient de lancer l'Espagne, officiellement il y a 2 semaines, mais on est déjà actif depuis près d'1 an. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les éditeurs français t'ont dit, tiens, au fait, va t'ouvrir avec des éditeurs, des outils tierces, ouais. En fait, espagnols. Bah en fait, ouais. Et la même chose, nos clients flamands, donc belges, néerlandais, qui parlent néerlandais, nous ont dit, on a besoin d'aller aux Pays-Bas. Et en même temps, on nous dit, j'ai aussi besoin un peu des UK. Et puis, j'ai besoin de l'Allemagne. Et puis, j'adore votre solution. Est-ce que vous êtes déjà en Italie? Et en fait, du coup, nous, comme on est une API unifiée, par exemple, je reprends l'exemple de la compta, on a des éditeurs sont déjà globaux. Souvent, ils sont européens. Nous, on est vraiment focalisé sur l'Europe, on fait pas les États-Unis, etc. Et du coup, il va dire, j'adore votre solution. Moi, je suis présent en France, là. Il va nous utiliser, du coup, a priori d'abord pour la France, parce que c'est là qu'on est le plus fort. Mais après, il va nous dire, mais les gars, faites aussi les Nordiques, faites aussi ceci, faites aussi cela. Et évidemment, on doit d'abord développer l'écosystème. C'est une sorte d'offre de bande, tu vois. Et donc, si j'arrive, comme on est venu en France au début, mais là, j'arrive en Espagne, je vais toquer à la porte d'un éditeur, je leur dis bonjour, Atres ERP, pour pas les nommer. Je leur dis, en fait, je dois créer un connecteur, mais ils me regardent, vous t'es qui, tu vois. Je vais pas te parler, en fait, tu vois. Et tandis que si j'arrive avec des clients, toi, imagine Revolut, Agicap, Skello, ce genre de clients-là, et je leur dis, mais en fait, c'est pas moi, mais c'est pour eux. C'est mes clients qui demandent, et t'as vu le client, ouais. Quoi. Et mes clients demandent, eux, ils nous aident entre guillemets, mais d'un autre côté, après, nous on fait le gros du travail. Et du coup, après, Atres se dit, purée, c'est quand même sympa. Je laisse créer le connecteur. Une fois que j'ai le connecteur, moi, je peux du coup aider Atres, mon partenaire, ou n'importe quel autre outil, à être connecté à tous mes clients. Et donc, en fait, lui, il ne doit rien faire, ce partenaire, il doit juste nous aider à créer le connecteur et les connecter à plein de monde. Et donc, c'est une fois qu'on a un peu d'offres, du coup, grâce à nos quelques clients qui nous ont aidés, du coup, ça commence à devenir à nouveau du win-win-win, dans le sens où du coup, on a de l'offre, donc on a plus de clients. Donc, voilà. Donc ça nous demande quand même un gros effort de lancer chaque pays, parce qu'il faut recommencer de zéro. Là, au UK et aux US, on a des gros compétiteurs, Merge et Codat, pour pas les citer. Et eux, en fait, sur la compta particulièrement, il y a 4-5 connecteurs à faire, quoi. Tu vois, il y a Xero, QuickBooks, etc. Bon. Et après, tu as tout le marché. Donc c'est bien, tu as tout le marché UK, US, mais Canada. Oui, anglo-saxon. Ouais, quand je vais à la Kuntex à Londres, tu vois qu'il y a 4 gros éditeurs, et puis après. Et tu as peut-être un peu des autres, mais presque. C'est à la marge, quoi. Mais du coup, nous, tu as 10 éditeurs, tu connais la France, tu as 10 éditeurs par pays, tu vois. Et donc, on doit faire beaucoup plus de travail. Par contre, on casse des barrières à l'entrée beaucoup plus fortes pour les éditeurs qui veulent être pan-européens. D'ailleurs, tu vois, tant qu'on est sur l'Europe, c'est quoi un peu le niveau, je dirais, d'ouverture que tu vois entre les différents pays? Parce que en fait, l'ouverture aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, utilisateur et pour travailler qu'avec des cabinets, si t'es pas ouvert, ça devient une galère, quoi. Tu perds trop de temps, les freins des âges et des doubles saisies, trucs, tout le monde perd du temps, tu payes pour rien. C'est quoi un peu le niveau d'ouverture dans les pays en fait, tu vois qu'il y a des pays déjà super ouverts, donc les Nordiques et les Pays-Bas sont super ouverts. Après, ils ont des manières de faire du partenariat un peu plus originales, dans le sens où ils font souvent payer l'éditeur qui se connecte. Tu vois, pas grand chose, mais 50 €, 100 €, voilà. Donc c'est un frein des fois parce que t'as une grosse boîte, tu dois passer par une procédure d'achat. Mais de base, voilà. L'Espagne est très fermée. Ah ouais, ok. Parce qu'en fait, c'est des logiciels plus anciens. Les leaders, c'est Atres, comme je disais, Sare, donc Sage 50, Sage 200, des outils anciens, on-premise, etc. Holdit, une société de Visma, elle est plus ouverte, mais donc tu peux facilement créer le connecteur. L'Italie est assez fermée aussi, parce que c'est des gros acteurs avec qui c'est difficile d'initier le partenariat. Ah ouais, malgré la facture électronique, ok. Mais après, c'est pas impossible, tu vois, mais c'est un peu plus complexe. difficile. C'est pas la culture.
Je sais pas si c'est pas la culture, mais c'est juste qu'il faut à nouveau, toi, c'est l'histoire de l'offre et de la demande, il faut arriver avec le vrai cas d'usage, enfin, toi, il faut y aller, quoi. Et alors, la France, je termine par là, il y a d'autres pays, évidemment. Enfin, d'abord, on peut peut-être parler encore d'un autre pays qui est marrant, l'Allemagne. Là, t'as Datev qui est le grand là-bas, 90% des personnes de Datev, qui a un vieil outil avec un connecteur impossible à faire, super fermé. Là, ils mettent des barrières partout. Et qui détiennent pourtant une part de marché qui est gigantesque. Et nous, on a un connecteur Datev maintenant bidirectionnel incroyable. Ça nous a pris 1 an et demi. Donc ça veut dire qu'on peut aider n'importe quelle boîte à aller maintenant en Allemagne sans souci entre guillemets, parce qu'à nouveau, tu vois, sur Datev, tu vois Shift dans leur marketplace, tu verras pas, par exemple, imagine, je sais pas moi, Revolut va aller là-bas, mais tu verras pas Revolut dans un marketplace Datev, tu verras Shift. Et donc, le seul problème, c'est que l'utilisateur qui nous connaît pas, tu vois, il veut avoir ces deux logiciels, tu vois. Donc il y a quelques petites finesses, du coup, où c'est dommage, on ne sait pas aller plus loin parce que voilà, Datev ne veut pas. Et la France, du coup, on est vraiment actif depuis 3 ans, énorme changement en France. Il y a 3 ans, c'était beaucoup plus fermé. Il y a quelques acteurs qui sont connus pour être assez ouverts, d'autres acteurs qui étaient connus pour être fermés, et maintenant ça se débloque. À part pour certains qui seront toujours fermés parce que c'est leur philosophie, mais presque tous les acteurs s'ouvrent. Ouais. Donc ça devrait continuer de s'accélérer. C'est intéressant pour l'Allemagne. C'est d'ailleurs aussi pour ça que tu as Pennylane qui part en Allemagne, tu as Conto qui va là-bas. Oui. C'est un énorme marché en fait en termes de TPE, PME, etc. Mais tu vois, pour nous, c'est pas un marché le plus intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de fragmentation d'écosystème. Enfin, tu vois, t'as pas plein d'outils. Donc comme l'outil est difficile, c'est quand même intéressant parce que même les boîtes allemandes le veulent, donc ok, c'est intéressant. Mais je veux pas créer 10 connecteurs de compta, tu vois. Bon voilà, donc c'est pour ça qu'on lance notamment l'Espagne avant, plus de demandes, plus de fragmentation, un écosystème tech vraiment hyper vivant. Ouais. Donc voilà. Ouais. Ça doit être intéressant parce que du coup tu connais tous les éditeurs, t'es au milieu en fait de tous les éditeurs, quoi. Donc tu vois un peu, t'es au cœur de l'innovation. Donc c'est un bon pouls à prendre, quoi. Ouais, et moi ce que je dis souvent, on est un Suisse dans l'écosystème. Marrant peut-être à dire pour un Belge, mais je veux dire, les Suisses ont été plus souvent neutres que finalement la Belgique. Mais tu vois, c'est vraiment pour dire, bah oui, nous, on prend pas parti. On a une technologie, on essaie de la mettre à disposition d'un plus grand nombre par les éditeurs, et ensuite chacun a sa stratégie. Et nous, on est ravis de pouvoir donner un avis, etc. Selon ce qu'on peut voir, mais jamais on va parler d'un éditeur à un autre. On va jamais dire, attends, lui, il a fait ça, tu vois. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on est en effet au cœur de l'écosystème et on permet une accélération assez forte dans la performance des entreprises par les intégrations. La donnée va d'un endroit à un autre sans souci. On permet du coup aux éditeurs de se focaliser sur leurs produits et plus sur des intégrations. Ils gagnent du temps. Donc on a vraiment une grande valeur ajoutée. Mais après, c'est à chacun de choisir comment ils nous utilisent. Et donc il y en a qui font une meilleure utilisation que de nous. Et souvent, tu vois, la connectivité va pas être... Enfin, maintenant, avant c'était un nice to have, maintenant ça devient un must have, mais c'est pas la connectivité qui va te faire un nouveau produit, mais ça va te permettre d'augmenter ton produit, les capacités de ton produit, en mettant tout un écosystème autour. Donc tu renforces ton produit, t'as moins de churn, t'as plus de valeur ajoutée, mais c'est pas ça qui va faire que spécialement ton produit va être meilleur qu'un autre, tu vois. C'est un must have, mais tu dois l'avoir. Mais mine de rien, ton client, il veut voir de la connectivité, c'est sûr, mais si tu dois te battre sur ton produit avant tout. Donc on permet aux devs d'avancer sur le produit. Ouais, ton produit doit être bon, mais tu vois aujourd'hui, un produit qui n'est pas connecté est un produit qui va t'amener du churn rapidement. Exactement, c'est pour ça que je dis maintenant c'est un must have, quoi. Si t'as pas ça, tu perds tes clients. C'est sûr et certain. Voilà, je parle d'un point de vue éditeur. Hein. Ouais, bien sûr. Mais du coup, indirectement, si tu parles d'un point de vue éditeur, tu vas parler d'un point de vue client du cabinet, quoi. C'est pour ça aussi que je veux qu'on en parle aujourd'hui. Ouais. Et sur cette fin d'année, c'est que l'ouverture est indispensable, quoi. L'ouverture est indispensable. Et surtout, vu ce qui arrive, vu la facturation électronique, le e-reporting, ce qui ne s'intègre pas. Attends, on va y venir. Ouais, on va y venir parce que je veux juste, avant d'ouvrir la page facture électronique et reporting, je sens bien que je vais apprendre quelque chose et ça me plaît beaucoup. Mais j'aimerais juste revenir sur un point tech, tu vois, parce qu'on parlait d'API unifié, sans rentrer sur la tech. Quand je discute aujourd'hui avec mes potes qui sont dans le SaaS ou dans le dev, ils me disent, écoute, on est en train de vivre un truc, déjà, ça va extrêmement vite. Ça va beaucoup plus vite que ce que ça faisait avant. Donc déjà, ça change un peu le paradigme. Et là, ils m'ont dit, écoute, franchement, le développement des MCP, c'est une nouvelle donne. D'une certaine manière, si on passe du VHS au DVD et du DVD au streaming, quoi. Qu'est-ce que pour toi, qui du coup est en API, donc c'est une recette, j'essaie de reprendre tes thèmes et après je te laisserai parler du MCP, mais
Surtout que je vais le vulgariser à mon avis très mal. Mais dans le principe, si je comprends bien, l'API unifié, c'est une recette. Tiens, j'apprends à faire la recette et en gros, je me branche une fois. Et puis après, je le fais vivre comme ça, t'as le courant qui passe. Là où le MCP, c'est t'as une multiprise de différents outils. Tu peux y venir brancher plein de choses. Tu peux interagir facilement en discutant avec et ça te ressort des données. Comment tu vois, toi, ce changement de paradigme dans l'échange de données et l'interconnexion entre outils? En fait, c'est un changement de paradigme, oui et non, dans le sens où en fait les deux vivent tout à fait ensemble. Donc en fait, il y a des use cases où c'est de l'API que tu dois faire. En fait, le MCP, c'est une manière d'interagir avec l'API qui est au-dessus de l'API. En fait, le MCP va permettre à des agents d'utiliser ton API. Enfin, en fait, un agent pourrait utiliser ton API sans MCP, hein, il est assez intelligent pour le faire. Mais par contre, ça aide des agents. Donc on va arriver dans de l'intégration agentique, etc., etc. Mais ça aide les agents à pouvoir facilement aller chercher de la donnée. Donc en fait, vous pouvez aller voir sur notre doc, vous allez sur notre site, vous allez dans documentation, on a Shift AI, et là on explique tout ce qu'est un MCP, comment l'utiliser, etc. Et donc en fait, le MCP, si tu veux, donc on a une API, je vais prendre l'exemple de la compta, tu sais faire get folder par exemple, va me chercher les dossiers comptables. Du coup, imagine, tu as un gros cabinet, tu as racheté des cabinets, etc. Donc tu as 5 outils comptables différents. Potentiellement, ce que tu sais faire avec un MCP, facilement, tu branches Shift, la MCP Shift sur par exemple Claude, ChatGPT, ce que tu veux, et tu poses une question à ChatGPT en disant j'ai combien de clients. Ensuite, ChatGPT va se connecter à notre serveur MCP. C'est comme ça que ça s'appelle. En fait, on a du coup ce qu'on appelle des tools, donc des objets. Mais en fait, c'est simplement là, c'est des endpoints. Enfin là, c'est des termes techniques, machin. Mais vas-y. Le endpoint, c'est get folder. Va me chercher les dossiers comptables. Ça s'appelle un endpoint. Et en fait, le MCP va comprendre que les clients se trouvent là-dedans. Et donc en fait, lui, il va tout seul aller faire automatiquement ses recherches, il va chercher là, il va se dire attends, c'est peut-être pas là, j'ai encore là. Et t'as pas besoin de coder toi-même en disant je dois réfléchir, je dois faire du get folder, c'est là, je filtre, machin. Lui en fait, il fait tout seul. Ouais, ça c'est sur la logique du MCP justement, ce qui de ce que je comprends est beaucoup plus simple. Et du coup, toi tu peux parler et puis lui va aller chercher les infos dans l'API. Donc en fait, le MCP n'est qu'un wrapper au-dessus de l'API. Okay. C'est une manière d'interagir avec une API pour des agents. Ok, je l'avais pas comme ça. Et des agents, je te parle de ChatGPT Claude parce que c'est connu, mais en fait, au sein de tes outils, tu peux créer des agents. Donc, et ça va aller vers là. Les outils de production comptable vont avoir des agents qui vont faire des actions. Donc là, on est un peu plus dans l'IA que tu avais cité à la fin des sujets abordés. Mais en gros, donc, un agent va pouvoir, c'est de l'IA qui va pouvoir faire des actions. Et donc, en fait, faire des actions au sein de l'outil, mais après, elle va pouvoir s'aider d'API pour faire des actions dans d'autres outils. Tu vois, et donc et nous on a un MCP du coup sur tous nos connecteurs. Ça veut dire que notre MCP fonctionne sur les caisses, tous les connecteurs de compta. Donc tous les comptas qu'on a sur notre site web, le MCP fonctionne dessus. Et donc en fait au début quand on l'a créé, on s'était dit, on pensait que les éditeurs qui utilisaient notre API allaient pouvoir s'intégrer à nous via le MCP. En fait on voit pas ça du tout. Tous les éditeurs continuent de s'intégrer via API parce qu'en fait c'est plus ce cas d'usage où tu sais que tu veux telle donnée. Tu y vas par API parce que tu n'as pas besoin de laisser une IA réfléchir et consommer des crédits, etc. Tu vas chercher la donnée parce que tu sais ce que tu veux. Tu veux injecter de l'e-commerce dans la compta, tu sais ce que tu veux, c'est facile. Par contre, quand tu es plus en mode questionnement et laisser libre la personne de faire des actions, là tu vas tu fais des actions via le MCP. Ok. Donc on est sur la partie IA, on va rester sur la partie IA un petit peu parce que là j'ai envie de creuser grave. Donc le logiciel se connecte en API parce qu'il sort les données traditionnelles, mais il peut avoir accès au MCP. Et donc du coup, c'est quoi le type de requête en fait que je vais pouvoir faire typiquement? Enfin, tu vois, tu parlais d'IA agentique. Là, j'étais à Monaco au CJ de Perspective 2025 où ils ont présenté leur outil d'IA agentique. Il y a Penny Lane aussi qui a présenté lors de l'offsite de l'Accounting Business Club une partie d'IA agentique. J'imagine que Sage l'avait présenté à Londres l'an dernier avec Copilot. Toi, justement, dans tout ce que tu vois, c'est quoi l'intégration de l'IA agentique déjà dans les outils de prod? Et puis après, on verra c'est quoi les cas hors outils de prod. Mais du coup, là, donc, on est encore fort aux prémices, donc j'ai encore jamais vu moi en action réelle, je t'avoue. Ouais, ils sont que dans les labos, Ouais, et c'est aussi que, pour être honnête, moi, du coup, nous, on s'y connaît très bien en intégration et en bougeant de la donnée. Mais après, moi, personnellement, je vais rarement au plus profond des logiciels, tu vois. Et comme on est là au démarrage de ça, j'ai vu des démos et des présentations, mais je l'ai pas encore vraiment vu. Mais par contre, ça va faire quoi? Tu vas prompter des questions. Tu vas par exemple dire, quelles sont mes factures en attente, et fais-moi un petit graphe là-dessus. Il va tout faire, puis tu dis tiens, est-ce que tu peux du coup relancer mes clients? Et en fait l'agent, qu'est-ce qu'il fait? Du coup il va relancer tes clients, il va écrire un mail, il va tout faire pour toi, et après tu vas voir le mail écrit, et puis tu vas dire non, attends, c'est quand même un peu fort là, fais un truc plus gentil. Il réécrit ton mail et il l'envoie, et après tu peux automatiser ces tâches là. Donc en fait l'IA
Et pour Shift, c'est ça qui va être important dans le futur. Nous, on a accès à donc des données externes, donc des données de la compta, mais pour les éditeurs de compta, aux données externes, des caisses, de l'e-commerce, etc. Et nous, on veut aider ces éditeurs à ce que leur agent IA ou leur chatbot, ou comme tu l'appelles, puisse aussi aller aller faire des requêtes sur les outils externes. Et donc en fait, on leur apporte, si tu veux, toute la donnée autour des dossiers. Et donc ça, c'est une offre qu'on est en train de construire. Et donc en effet, là, l'avantage, ce sera que au sein de ton outil principal que tu utilises, tu peux aller poser des questions dans tous tes autres outils parce que Shift donne accès à ces outils-là. Donc en fait, c'est que ça va te donner accès. J'essaie de vraiment, tu vois, le visualiser. C'est que j'ai mon outil, je suis un e-commerce, j'ai mon outil de prod, et en fait, t'es dans ta compta. Donc imagine, t'es l'entrepreneur. Prenons l'exemple de l'entrepreneur. T'es dans ta compta, t'es dans ton outil. T'as une vue pré-compta ou t'as une vue compta, peu importe. T'as connecté tes caisses, ton e-commerce, etc. Et puis tu vas poser des questions. Au lieu de poser des questions sur du coup la donnée qui est propre à l'outil, donc l'agent, ou même le chatbot va uniquement poser des questions sur ce qu'il y a dans le ledger derrière ton outil de compta. Mais ici, tu vas pouvoir dire mais en fait, ventile-moi aussi ça par les données que tu peux récupérer de Shopify, machin. Et en fait, tu vas pouvoir aller chercher les données à gauche, à droite. Et ça, c'est quelque chose qu'on va offrir, nous, aux éditeurs. Donc, en fait, à nouveau, on fait de la tuyauterie, on est caché. C'est-à-dire que les éditeurs qui veulent augmenter leur IA d'autres données pourront le faire via Shift. Mais tu sais pourquoi c'est super important, et je reprends du temps, et en même temps tu vois mes yeux qui... Alors j'ai pas la caméra sur moi, donc on voit pas mes yeux, mais j'ai les yeux qui bougent dans tous les sens, parce qu'en fait ça veut dire que ça renforce d'autant plus l'importance aujourd'hui de l'ouverture, et en fait d'être le copilote, enfin pas le copilote, mais tu sais là où le tableau de bord en fait, c'est-à-dire qu'en fait l'unique point d'entrée de l'entrepreneur, ce sera son outil prod, compta, pilotage d'entreprise, ce que tu veux, qui sera ultra interconnecté avec tous les autres outils. En fait, mais c'est dans cet outil de tableau de bord général qui va pouvoir interagir avec ces données de vente qui seront comparées avec ces données de comptable, qui seront comparées avec ces données de trésor. C'est ça le topo, quoi. Et en fait, on a changé aussi de paradigme dans le sens où avant tu achètes. Enfin bon, là on parle encore du futur. C'est pas. Mais avant tu voulais avoir des graphes qui étaient déjà prédéfinis que tu remplissais de données. Donc tu allais acheter une solution qui avait des graphes et tu devais la connecter pour injecter des données. Donc maintenant c'est ta donnée qui va créer tes graphes. Donc c'est à dire que tu as de la donnée et tu dis en fait je veux ça. Et puis après, tu as ton graphe qui apparaît. Ah ouais, mais laisse-le-moi et envoie-le-moi à tous les X. Et en fait, du coup, tu deviens super custom. Tu as toute la data et tu fais ce que tu veux au-dessus. Et donc, en fait, pour l'entrepreneur, c'est magique. C'est-à-dire que tout ce qui était avant accessible aux très grosses boîtes il y a 5, 6 ans, 10 ans, maintenant, c'est accessible à la TPE. Le mec, il est tout seul. Il a un bel outil bien fait parce que les outils deviennent magnifiques aussi, il faut le dire. Tu vois. Et tout le monde s'améliore, et justement la facturation électronique pousse encore les éditeurs à faire mieux, tu vois. Et donc en fait même le mec tout seul dans son coin qui a son petit outil, il pourra avoir un truc hyper performant. Et donc ça c'est pas mal. Et en fait l'IA du coup, de manière générale, a besoin de données pour bien fonctionner et pour être hyper intéressante. Et nous c'est ce qu'on fournit. On n'a pas de données nous. Shift, on n'a pas une base de données nous-mêmes, mais on fournit de l'accès. Ouais, t'es le tuyau. Ouais. Et pour les experts comptables, ça peut devenir vraiment incroyable parce que du coup, la facturation électronique va permettre d'avoir une compta en temps réel. Tu vas pouvoir du coup faire du conseil et potentiellement donner un outil de cockpit ou de copilot à ton client. Et en fait, tu fais plus jamais de récolte d'informations. Ça vient tout seul et toi, tu offres de la valeur. Enfin, tu conseilles. Ouais, et c'est exactement pour ça que je voulais insister dessus. C'est qu'en fait, en parlant avec toi, j'ai envie, tu vois, que le message passe de dire, en fait, ton client, il va avoir dans les mains un seul cockpit qui sera digital, un outil qui sera du coup interconnecté avec tout, dans lequel il va pouvoir avoir un max de données. Mais toi, ton rôle de cabinet d'expert comptable, c'est vraiment cette fois d'avoir replacé l'humain, comme on l'a dit dans tous les épisodes quasiment de cette saison, de replacer l'humain, de prendre ton téléphone, de décrocher, de connaître son secteur, de le connaître lui, de connaître ses objectifs, parce qu'en fait, toute la donnée, il l'aura dans son cockpit digital d'une certaine manière. Oui, après, ce qui est... chaque entreprise est quand même libre de choisir ce qu'elle veut. Et donc ici, moi, quand je te parle de ça, j'ai la vue entre guillemets de l'outil de comptabilité avec peut-être l'APA associée, etc. Ouais, on va venir. On va y venir, mais du coup, imagine, t'es une société dans le BTP, t'as choisi, il y a pas mal d'outils dans le BTP qui sont hyper niches. En fait, il y a plein d'outils niches, on appelle ça des vertical SaaS. Pour te dire, nous on a un client qui est funeral manager, il s'occupe de faire un SaaS pour les funérariums. Tu vois, il y a un besoin spécifique. Il y en a un qui fait un SaaS pour les vendeurs de vélos, quoi. Je veux dire, il y en a un qui fait un SaaS pour les coiffeurs. Et donc en fait, ils ont des besoins spécifiques. Et donc quand tu as ce besoin spécifique, tu prends ton outil que tu as besoin. Donc dans le BTP, tu as des projets BAT, tu vois, OBAT, etc.
Granit, etc. Enfin, je pourrais tous les citer du coup. Virtuosa, constructeur. Et du coup, tu choisis ton outil parce que c'est celui qui te convient. Et en fait, c'est cet outil-là qui doit innover pour t'apporter de cette donnée. Ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que c'est ton outil principal qui va t'apporter ça. Soit c'est ton outil que tu utilises, donc le Granit, etc. Soit du coup, tu as un autre outil que la facturation électronique va te mettre en main. Pour la réception de tes factures, si cet outil-là ne le fait pas, qui pourra également te le proposer. Et souvent, ça va être un outil notamment fourni par les éditeurs de compta ou les banques. Ouais, alors là, du coup, on arrive sur la partie facture électronique, mais j'aimerais bien revenir 2 secondes sur ça avec toi. C'est-à-dire que moi, je suis une boîte du bâtiment, j'utilise l'un des noms que tu viens de donner, et mon cabinet utilise un outil de production ouvert, hein, on reste à chaque fois dans le principe ouvert, mais ça veut dire que c'est quoi ce dont on vient de parler de l'utilisation de l'IA? À ton avis, c'est que je vais garder en cockpit mon outil type Projet-BAT ou autre, ou alors je vais utiliser l'outil que va me donner le cabinet? Les deux sont possibles, ça dépend. Toi, en gros, ça va dépendre de l'éditeur. Donc, si l'éditeur de BTP fait son métier, etc., tout est magnifique, etc., ben, il sera obligé d'envoyer en compta. En fait, ce qu'il faut se retenir aussi, c'est que tout va atterrir en compta. Donc, tout va arriver en compta. Et donc, toi, soit tu te dis, moi, mon cockpit financier, il part de ma compta et ta compta qui te permet de le faire, c'est magnifique. Mais Projet-BAT, rien ne les empêche, ou les autres, rien ne les empêche d'avoir également un outil d'IA sur leurs données en fonction de ce qu'ils ont accès. Donc Projet-BAT, il aura une vue sur ses propres données à lui, il les injecte dans la compta. Dans la compta, tu as la vue a priori de toutes tes données, et a priori, c'est là que tu as le plus d'intégration au final. Mais du coup, tu vas faire des requêtes là, quoi. Mais pour moi, chaque outil va avancer doucement dans ces offres-là. Ok. Ce qui relève du coup du sujet dont on parlait avec Gilles dans le podcast, si là, maintenant on arrive sur la partie facture électronique, et de dire qu'en fait, potentiellement, il y a des PA, parce que tout ce dont on est en train de parler, c'est une vraie logique d'outil, quoi. C'est, tu gardes la main sur la donnée de ton client, après potentiellement t'es ouvert, tu la fais passer à un autre, mais tu dois être le point d'entrée numéro 1, quoi, garder ce cœur du flux. Bah en fait, moi, c'est là où, j'étais hyper d'accord avec tout ce qu'il disait. Je trouvais que l'épisode était vraiment très chouette. Comme la plupart des épisodes, mais celui-là était particulièrement chouette. Je vais me faire rougir. Non, mais franchement, il était vraiment top. Et après, j'étais juste pas d'accord avec lui sur la manière où il disait, on doit, nous, experts comptables, proposer la solution à nos clients, etc., etc. Et c'est comme si, il choisissait une PA qu'il allait fournir à tous ses clients. Alors c'est vrai qu'il faut avoir une PA favorite, entre guillemets, que tu donnes à tous tes clients du même type, donc tous les petits qui n'ont pas besoin de grand chose, ce sera celle-là. C'est plus simple, toi tu te formes dessus, tu la connais. Mais en fait, au final, il faut pas oublier que c'est ton client qui choisit sa PA, que s'il y en a qui sont sur Conto, ils ont déjà reçu le petit truc pour les connecter en PA Conto, que comme je disais, les autres qui sont sur des verticales SaaS hyper spécifiques, ben, ils vont prendre à l'émission ce SaaS. Ils vont pas prendre autre chose, tu vois. À l'émission, donc PA d'émission, ils prendront ce SaaS, et à la réception, si le SaaS ne gère pas la réception de facture, ils vont prendre autre chose. Il y a beaucoup de sens à ce qu'en fait, ils prennent l'outil de la compta, tu vois, pour recevoir les factures. Ça a énormément de sens. Mais imaginons qu'ils ne le fassent pas. Mais en fait, c'est pas tellement grave. Et c'est là le point de différence, je trouve. C'est pas grave parce qu'une condition sine qua non pour être une PA, c'est d'être connecté à la compta. Alors, c'est pas dans les specs de la DGFiP, etc., qu'il n'est pas écrit noir sur blanc qu'il le faut. Mais pour moi, je pense, mais bon, c'est ce que moi je pense, hein, c'est que les PA qui ne sont pas connectés à la compta sont voués à mourir tout doucement. Ça, c'est intéressant parce que tu vois, Gilles, justement, dans ce qu'il disait, c'était de dire que potentiellement, tu as une PA qui te dit, maman, je te coupe l'accès, quoi. En gros, grosso modo, hein, tu as une banque qui dit, je veux garder la main, je veux ennuyer À quoi ça sert? En fait, il faut pas oublier qu'au milieu, c'est toujours la TPE-PME qui reste au maître. Et donc, tous les autres sont à son service. Donc, l'expert comptable et la banque. Donc, imaginons que ce soit la banque. La banque, c'est magnifique, elle fait plein de choses. Mais à la fin, la banque, elle doit pousser les flux en comptabilité. Parce que, d'accord, la TVA, au final, va être pré-remplie en temps réel, si tu veux. Mais derrière, ça reste quand même l'expert comptable qui va être responsable. Et donc, il doit garder les flux. Il doit pouvoir réceptionner les flux pour faire son travail. Mais l'un peut aller avec l'autre. Tu peux très bien avoir une PA qui est XYZ, ta banque. Mais ce qu'il faut, c'est que les flux rentrent en comptabilité quand même, tu vois. Et donc, ta PA va être connectée à ta compta. Et nous, on a beaucoup de PA qui sont clients. Aujourd'hui, comme c'est pas encore... on va dire en 2026, on le verra plus, mais aujourd'hui, ça encore quand même, les PA sont en train d'avancer doucement, donc elles ne le mettent pas fort en avant. Mais la plupart des PA qui s'adressent aux TPE-PME, attention, parce qu'il y a des PA autres, hein, il y en a plus de 100, moi je parle vraiment de celles TPE-PME, en fait, ils sont connectés à la compta. Et ceux qui ne le sont pas devront l'être, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Exactement ce que disait du coup Gilles. Toi, tu as la facturation électronique qui est magnifique, qui permet c'est une opportunité pour toute entreprise d'améliorer son fonctionnement. Tu as deux types d'entreprises. L'entreprise qui a déjà un outil, souvent ça va être un outil de facturation qu'elle aura déjà.
il y a quasiment aucune entreprise TPE PME qui a un outil de réception de factures. Tu reçois tes factures par email, c'est sur le bureau du mec qui paye, le boss ou quelqu'un d'autre. Donc, or, on commence par la réception de factures. Donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises, donc celles qui n'ont rien, qui n'ont même pas d'outil d'émission, et celles qui ont déjà un outil d'émission, devront trouver un outil de réception. Donc ça, c'est la première étape. Et donc souvent, cet outil de réception pour les tout petits va être également l'outil d'émission, au final, parce que tu vas créer ta facture dedans. Donc le personne, je sais pas moi, quelqu'un qui est dans les parcs et jardins, il est tout seul, il fait un peu de B2B, il a 30 clients, il devra avoir un truc pour faire ses factures. Et donc là, ce sera évidemment ce qu'on appelle la PA, mais en fin de compte, moi j'aime bien plutôt dire, en fait, c'est un logiciel de facturation, tu vois, en vrai, qui est connecté, qui est PA. Mais par ailleurs, c'est un logiciel en fait qui réceptionne des factures, qui est capable de réceptionner des factures et les afficher. Sauf que si c'est pas celui du cabinet. Et donc c'est là le truc, c'est que si c'est pas celui du cabinet, il sera lié à la compta. S'il n'est pas lié à la compta, alors là tu perds en effet la valeur ajoutée, parce que du coup tout est automatisé entre les entreprises, et les flux inter-entreprises sont automatisés, mais l'entreprise c'est flux intra-entreprise, donc finalement les flux vers la comptabilité sont encore à l'ancienne, et donc en fait tu seras à l'ancienne en disant j'ai besoin de ton truc tous les X temps et tous les X temps, sauf que il faudra faire, il y aura dans la réglementation, il y aura une fréquence beaucoup plus rapide, et donc en fait tu devras tous les mois aller demander à ton client, ou tous les 15 jours, ça dépend de certains secteurs, demander des infos. C'est pas possible, tu vois. Donc tu vas dire à ton client, en fait moi je peux plus, donc soit en fait tu prends mon outil, ou tu vas ailleurs, ou enfin tu vois. Oui, c'est-à-dire que si la PA n'est pas ouverte, la PA n'est pas ouverte avec la compta, ça devient une telle galère à gérer qu'en fait pour toi c'est inimaginable, quoi. Non seulement, mais en fait ça, oui, pour moi c'est inimaginable. Alors ça pourrait être le cas, tu vois, ça pourrait se passer parce que voilà, la PA veut pas se connecter, mais du coup c'est là que le rôle de l'expert comptable aujourd'hui est primordial, en effet, parce que lui il est un promoteur, il connaît son entreprise, il va le guider vers le bon choix, mais le bon choix n'est pas un choix unique. C'est ça que je veux dire ici, c'est que si tu prends la PA X et que tu veux, parce que c'est lié à ton outil de prod, c'est magnifique, tu veux donner à tout le monde, mais si un client prend Y, c'est pas grave, tant que c'est connecté à ta compta, ça ne change rien. Et c'est vraiment le truc principal. Et il faut savoir que toutes les PS TPE PME, enfin on est en discussion avec beaucoup, veulent s'intégrer à la compta. Après il faut que la compta s'ouvre à eux, évidemment. Donc là c'est la logique des logiciels, ouverts ou pas ouverts. Il faut que toi, ton outil de prod, accepte de se connecter à un concurrent, parce que l'outil de prod aura une PA, et accepte de se connecter à la PA concurrente pour recevoir les flux, tu vois. Stop. Instant de vérité, votre marque, elle existe ou elle existe? La différence entre les deux, on l'a transformée en méthode chez Booster Digital. Alors pour passer d'invisible à incontournable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Téléchargez notre guide, c'est offert et c'est en description de l'épisode. Et maintenant, on y retourne. Est-ce que du coup, tu vois, le fait que le cabinet le client ne prenne pas la PA qui aura été choisie potentiellement par le cabinet, en fait, ça met pas de côté le cabinet sur toutes les missions annexes dont on parle, potentiellement recouvrement, tout ça, parce qu'en fait, tout ça sera fait directement dans la PA choisie par le client. Et de toute façon, tu peux être sûr que tes clients, ils auront plusieurs PA, tu n'auras pas une PA par cabinet. Tes clients vont choisir leur PA. Il y en aura qui sont sur la PA. Non, tu veux dire, ton client aura une PA, mais tu auras plusieurs PA dans le portefeuille client. C'est ça, oui. Tu auras plusieurs, chaque client a sa PA, mais tu auras une de PA. Et la seule condition que toi tu dois regarder, c'est est-ce que vous donc à la PA de ton client, est-ce qu'il y a une connexion comptable? Si oui, en fait toi tu es dans ton unité de prod et tu reçois tous les flux. Et donc en fait ta compta est là en temps réel, tu vois. Sauf que tu n'auras pas ta compta sera en temps réel, sauf que tu n'auras pas accès à tous les services annexes en temps quasi réel, type, encore une fois, tu vois, le recouvrement, c'est un truc dont on parle. Tu auras les données en temps quasi réel, mais pas accès à tout l'univers de services potentiels. Ah, c'est sûr que la valeur ajoutée, finalement, que vont offrir un écosystème. Donc, l'écosystème, par exemple, tu vas prendre, je sais pas moi, on va dire, dis-moi au hasard un nom comme ça, c'est pas moi qui le dis. De outils comptables PA. Allez, je recite Penny Lane. Ok, du coup, si tu prends ça, ton expert comptable a ça, toi tu as l'outil, et en fait tu as tout ce qui va autour de cet outil. Voilà, exactement. Donc c'est-à-dire en tant qu'entreprise, tu as tous les services annexes. Mais donc tu as Sage Connect aussi, Sage va le faire aussi, Manysoft Income aussi. Donc évidemment que tu as tout ça. Mais par contre, ton entrepreneur, s'il choisit une autre PA, il aura les outils annexes de cette PA-là également. Et après, il envoie juste les flux vers toi. Donc toi, tu es toujours à la réception des flux. Et juste que le lien, du coup, tu vois, le lien entre quand tu as un écosystème unique, entre guillemets, le lien est plus facile parce que c'est déjà natif, ça fait partie de la solution. Et sinon, du coup, il faut qu'un shift soit au milieu, et tu le vois pas, mais le shift est au milieu pour faire transiter les flux. Ouais, et ça, c'est ton job d'aller voir tous les PA et tous les éditeurs pour leur dire, en fait, il y a tel PA qui peut-être...
nous, toutes les PA doivent être connectées à la compta, que ce soit via nous ou pas, hein, tu vois, elles peuvent le faire en direct, hein, mais elles doivent être connectées à la compta. Mais il faut que les éditeurs de compta acceptent du coup de recevoir les flux de l'autre PA. Et en fait, c'est ça toute la problématique, c'est que comme ils visent tous le même marché, qui sont les 2-3 millions d'entreprises qui n'ont encore rien, pourquoi tu acceptes qui n'ont pas d'outils. Ok. Encore. Pas d'outils de facturation. C'est ça. Ok, c'est ça le marché, d'accord. Ça fait beaucoup d'entreprises quand même. Ça, c'est les petites, c'est les petits entrepreneurs qui doivent encore être, petits et plus grands, mais qui doivent encore être outillés. Il y en a beaucoup qui n'ont encore rien ou pas assez. Et en fait, du coup, toute la logique des banques et des éditeurs c'est de leur donner quelque chose. Ça, quoi. Et parce que voilà, peu importe l'outil choisi, l'entreprise, elle va améliorer ses process, c'est génial. Mais ces process, il faut pas oublier que on parle de facturation électronique, donc inter-entreprise, les process c'est intra-entreprise aussi. C'est ta compta, c'est ton expert comptable. Et donc l'avenir, qu'on parle de compta temps réel, d'IA, etc., c'est bien, mais il faut encore qu'il y ait accès aux données. Et donc il faut que la compta récolte tous les flux. Waouh. C'est quoi ce que tu vois un peu, dans les pays dans lesquels t'es, où c'est déjà en place, typiquement l'Italie, je crois que la Belgique, c'est le 1er janvier. Alors très marrant, du coup l'Italie c'était en place avant qu'on commence Shift, hein, donc je ne l'ai pas vécu, je peux que en T'as pas d'avant après quoi. Non, je peux que te parler de ce que je sais. Ouais. C'est que du coup pour rassurer tout le monde, l'Italie, je crois que ça s'est fait les 2 dernières semaines, donc tout le monde a commencé à essayer de bouger et du coup c'était le bordel complet. Donc je pense que les éditeurs pendant un mois ils étaient complètement à la ramasse, le gouvernement aussi, bref il y avait plus qu'une déclaration faite normalement à temps, plein d'erreurs. Ça a été un bordel complet dans le lancement et donc en effet la Belgique, donc là on est en novembre et donc il nous reste un mois et demi. Il y a même pas la moitié des entreprises qui sont du coup donc nous c'est PayPal, donc simplement tu as un access point PayPal, donc tu as un outil qui connecte à PayPal et tu dois juste dire moi c'est ça mon outil, point. Donc c'est 2 clics, hein. Et la plupart des entreprises prennent leur outil comptable et c'est l'expert comptable qui t'envoie clique ici. Attends, refais-le. Donc en Belgique donc c'est la même chose qu'en France, sauf qu'il n'y a pas tout le système de PA, etc. Simplement tu as c'est plus simple. Tu as un outil, Shift, on a un outil de comptable qui s'appelle Horus, on a un outil de facturation ici à Paris qui s'appelle Hyperline, et puis simplement on nous a dit pour recevoir tes factures, en fait tu dois être PayPal compliant, tu dois avoir un outil PayPal compliant, et donc en fait notre outil de comptabilité est PayPal compliant, donc tu cliques dessus, tu reçois tes factures dedans. Mais par contre, il y a aucune pub qui a été faite sur la facturation électronique, à part par les éditeurs un peu dans les rues, etc. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de bruit autour, contrairement en France. Alors qu'on a un mois et demi, il n'y a même pas la moitié des entreprises qui sont connectées, donc ça va être la même chose qu'en Italie. Je pense 2 semaines avant, ça va être tout le monde. Comment ça se fait qu'ils ne se sont pas battus comme ils sont en train de se battre et qu'encore on est même pas. Ils se battent, hein. Et nous, donc tu vois, tous les éditeurs se battent évidemment. Tu vois du Odoo partout, tous les éditeurs de logiciels de gestion et de compta se battent pour être cet outil-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est les experts comptables qui activent en masse pour leurs clients. Et donc ils ont leur outil de prod compta qui a créé un petit outil de visualisation de facture, et donc simplement tu dis en fait tu prends ça, en fait il n'y a même pas de question en fait, toi. C'est ton expert comptable à ça, tu prends ça. Tu vois. Mais c'est les fiduciaires qui gardent la main, qui prennent la main parce que personne n'a bougé. Les fiduciaires, les éditeurs, donc dans l'occurrence qui envoient des messages en direct, et alors ce qui marche vraiment pas mal, c'est que sur les factures que tu reçois, il est mis sur la facture, attention, cette facture est envoyée encore par email, mais d'ici 1er janvier vous devez avoir un access point. Donc ton fournisseur dans sa facture, des factures automatisées, te mettent ce message là. Mais du coup on va dire que ça va être aussi un rush de dernière minute, mais du coup ici c'est un peu plus simple entre guillemets. Il n'y a aucune offre bancaire par exemple, tu vois. Ah ouais. Personne n'a voulu y aller. Non, bizarre. Hein. Ouais, pourquoi, à ton avis? Parce que moi, quand j'en parle, tu vois, ici, pourquoi les banques y vont, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est qu'on me dit, tu prends les flux, et une fois que tu prends les flux, après. Et pourquoi les banques y vont? C'est parce que, il faut imaginer que, donc, on parle de facturation électronique, de changement de processus. Imagine, tu reçois ta facture dans un outil, mais c'est quand même con de devoir aller ouvrir ton application bancaire pour payer. Et donc, tu as envie de payer ta facture. Et donc, le fait que tous les outils ont un compte pro maintenant en interne. Oui, soit n'explose parce qu'ils fournissent ça. Et du coup, oui, elle veut se protéger parce que tous les paiements B2B vont être faits hors des applications bancaires. Ça, c'est sûr et certain, sauf si tu l'utilises ou sauf s'il y a des intégrations. Si jamais tu vas chercher une facture non payée, que tu payes dans ton appli, que tu renvoies, ça, c'est possible aussi. Mais du coup, en effet, nous, elles sont pas bougées, quoi, les banques en Belgique, ou peut-être, et je le sais pas, hein, c'est possible, mais en tout cas pas beaucoup. Ouais. Donc elles ont pas vu, enfin si, elles ont dû le voir, mais elles ont pas vu. Ça n'a pas été mentionné comme un risque. Non, elles ont des partenariats. Certaines ont promu un outil ou l'autre. Toi, Billy, t'en fait un outil par exemple. Ok.
Parce que, je rebondis 2 secondes dessus, mais ce que tu dis est important, c'est qu'en fait, maintenant, avec la mise en place de la facture électronique, moi, en tant que client, je vais avoir toutes mes factures qui vont arriver dans X. Ouais. Et en fait, si j'ai mon compte pro qui est directement mis dans X, je vais plus aller sur mon compte bancaire pour aller me connecter. Je vais faire payer, je vais approvisionner ce compte et je vais payer directement dans mon outil global. On revient à cette logique de cockpit 360. Et c'est là pour moi la plus grande valeur ajoutée de la facturation électronique, c'est de changer la manière, d'améliorer la manière de fonctionner. Donc là, évidemment, on parle d'entreprises TPE, PME qui n'ont pas un processus de procurement, de validation de facture, machin. Non, bien sûr. Mais on parle de 80%, je pense, des entreprises. Mais elle arrive, clac, tu la payes. Mais du coup, ça force les entrepreneurs à revoir un peu leur processus, à s'améliorer, à être plus efficaces. Ça force surtout les éditeurs à amener de la valeur ajoutée dans leur outil, tu vois. Et donc ceux qui n'ont pas encore de compte pro, franchement, tu vois ton voisin qui est en train de payer en un clic et toi, tu t'es encore allé te connecter à ton application bancaire, retaper l'IBAN, etc. Bah, t'as envie d'avoir un autre outil qui va plus vite. Donc en fait, ça force du coup les éditeurs en se disant tiens, c'est un truc important, il faut avoir la capacité de payer, ou alors ça force l'entrepreneur à se dire simplement quel outil va fonctionner pour améliorer mes process. Tu sais quoi, en t'écoutant, je me dis, mais ça veut dire que si je veux payer en un clic, ça veut dire que c'est forcément mon compte, mettons, Conto qui doit être ma PA ou Ben non, parce que a priori, donc on verra ce qu'ils font, mais les PA offriront une manière de payer directement dans la PA. Ouais, mais si c'est pas mon compte initial, c'est-à-dire que je vais devoir approvisionner le compte de la. C'est ça. Ouais, exactement. Tu vas devoir approvisionner donc le compte d'APR. Oui. Ouais, mais ça change. Bah, tu vois, là, ça s'entend dans ça change, c'est que je suis en train de réaliser que ça change pas mal de choses en réalité. Et c'est pour ça que c'est pour ça que les banques se battent, parce que du coup, évidemment, tu payes autrement. Après, il y en a qui vont pas le faire. Moi, je te parle de ça parce que je suis friand d'efficacité, tu vois. Donc, tu peux avoir une PA qui est pas connectée à une banque et tu payes normalement. Mais tu vois, c'est dommage de pas aller jusqu'au bout alors que... Non, mais je suis friand d'efficacité. En fait, je viens de comprendre que toute la bagarre que sont en train de se livrer, c'est parce que moi, je vais te dire, j'ai un compte sur Conto qui est approvisionné, j'ai des comptes sur d'autres trucs. Je vais prendre la PA de mon expert comptable parce qu'il m'a envoyé un message hier pour me dire prends ma PA, t'as pas lu mon mail. J'espère que tu écouteras cet épisode. Et en fait, du coup, ça veut dire que ça doit moi d'ores et déjà, ou du moins, je dirais lui en tant qu'expert comptable, tu vois, je me remets dans la place des auditeurs. Ouais. Anticiper ce sujet qui est de dire écoute, tu vas passer à la facture électronique, tu vas prendre ma PA parce que c'est cohérent, tu vois ce qu'il me propose, mais du coup ça va engendrer tel changement. Ça doit pas être simplement prends ma PA pour prendre ma PA, c'est prends ma PA, voilà les changements que ça va engendrer, voilà les bénéfices pour toi. Ouais, après c'est crescendo et ça dépend de la PA que tu choisis, mais en effet ça peut être simplement tu vois tes factures, c'est déjà bien, elles sont là, magnifiques, et après la PA peut aller au-delà des factures avec une intégration aussi avec d'autres outils comme machin bidule, mais bon, ça dépend si ça fait que PA ou si c'est un outil plus global, un cockpit, comme on l'expliquait, mais après oui, après c'est de dire en fait cette PA permet de payer, mais souvent évidemment les PA elles veulent aussi, elles font pas du caritatif, donc elles veulent quand même gagner de l'argent là-dessus. C'est-à-dire que souvent tu vas avoir une offre super attractive pour le minimum, qui est le fait d'être PA, donc le fait d'avoir des factures et de le dire à l'administration. Et ensuite, tout ce qui est autour, c'est là où évidemment, tu es prêt à payer cet éditeur-là parce que tu as plus de valeur. Et donc, cet éditeur va gagner de l'argent parce qu'il t'offre de la valeur, c'est magnifique, tout le monde est content. Mais du coup, c'est là la bataille. En fait, quand on parle de la bataille de PA, on s'en fout un peu de la PA. C'est le logiciel autour de la PA qui est important. Le fait que l'entrepreneur va avoir un logiciel devant lui qui par ailleurs est sa PA, mais dans ce logiciel, en fait, tu as le minimum syndical qui est la PA, mais en fait, tu as des fonctionnalités qu'il n'avait pas avant parce qu'il utilisait Excel. Et après, tu as évidemment des PA qui sont juste du réseau, c'est possible aussi, donc ça permet à des éditeurs qui ne sont pas PA de devenir PA white label, entre guillemets. Mais par contre, quand tu n'as rien et que tu prends Conto ou machin, comme tu le disais, c'est un nouvel outil pour l'entrepreneur et il va pouvoir du coup l'avoir à mon avis pas très cher pour le minimum syndical, mais ensuite dès qu'il voudra des trucs un peu plus sympas, il va rentrer dans le pricing normal du logiciel. Ouais. Waouh, ok, super intéressant. Même en axe, tu vois, même en axe de communication sur lesquels les cabinets doivent aussi se positionner, tu vois, ça engendre pas mal de choses, quoi, quand même. Ouais, et donc, ce qu'on disait tout à l'heure avec les PA extraits, en effet, en tant que cabinet, tu choisis une PA qui sera connectée à ton outil de prod, évidemment, sinon ça n'a aucun sens. A priori, tu prends celle de ton outil de prod, mais si tu veux pas, c'est pas grave parce que ils seront connectés parce que Shift est là de rien. Non mais on espère en tout cas, elles peuvent le faire en direct quoi. Et puis ensuite, comme on le disait, il y aura des PA différentes, des outils de gestion différents parmi ton portefeuille client et c'est pas grave, tu reçois les flux et c'est automatique. Et en 2 mots, e-invoicing et reporting, qu'est-ce que ça change ? C'est quoi l'histoire ?
Tu veux dire l'e-reporting par rapport à l'e-invoicing? Donc, oui, donc l'e-invoicing, c'est donc les transactions B2B entre sociétés. Par contre, c'est pas assez pour faire ta TVA. Et donc, tu as besoin des données de e-reporting pour faire le reporting vers Bercy. Et en fait, du coup, là, c'est toutes des données, notamment internationales. Donc, en fait, on parle de facturation électronique en Europe, mais chaque pays l'implémente différemment. On n'a pas les PayPal en Belgique et les PA ici en France. Mais c'est-à-dire que si tu m'envoies une facture, en fait, tu dois me l'envoyer par email. Enfin, si tu m'envoies en Belgique. Okay. Ça passe pas dans le tuyau direct, quoi. Pas encore. A priori, c'est un plan pour 2030 ou je sais pas quoi. Mais donc aujourd'hui, pas. Donc ça veut dire que tu as ça, tu as des données B2C, donc en client direct, et en fait toutes les caisses, tu vois. Et aussi d'autres régimes de TVA particuliers. Donc ça veut dire que notamment toutes les caisses, ben, tu dois pouvoir faire ce qu'on appelle le e-reporting. Donc il faut que la caisse puisse fournir la donnée à l'APA ou que l'APA aille récolter la donnée dans la caisse. Et donc on a une API, nous, de caisse, une API unifiée de caisse. Et donc nous, c'est une des offres qu'on est en train de construire, de proposer aux caisses d'être e-reporting compliant en s'associant à un DPA. Donc c'est-à-dire que nous, on va dire aux caisses, on a déjà votre connecteur au sein de notre API de caisse, on connecte notre API de caisse à DPA, et ensuite on dit ensuite à la caisse et à l'APA, parlez ensemble, faites un partenariat ou pas, la caisse fait le partenariat avec toute l'APA, et son client, du coup, la caisse est compliant pour le e-reporting. Et ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est que, et c'est complémentaire, c'est que on injecte le ticket Z dans la comptabilité. C'est ce qu'on fait maintenant. Donc il n'y a pas encore les reporting, hein, c'est 2027. Et donc, imaginons que tu sois dans un cas où l'APA n'est pas l'APA de l'outil comptable, et tu as quand même le Z de caisse qui rentre pour faire la comptabilité. Et donc en fait, si tu veux, quand à chaque fois qu'on me dit le e-reporting, on se rend pas compte, ça va être une galère, c'est un enfer, etc. C'est en fait, ce qui est une galère et un enfer, c'est parce que c'est pas encore défini. Ouais. Donc la DGFiP n'a pas encore défini vraiment tous les specs. Donc en fait, donc ça peut être une galère, ça peut être un enfer. Ça peut être une galère, ça peut être un enfer. Il faut savoir qu'il y a, je sais même plus, je pense 4000 caisses en France. Tu vois, il y a 4000 logiciels de caisse accrédités, enfin mais pas certifiés. Donc, pas certifiés. Okay. Et en fait, du coup, les caisses, les pauvres, elles doivent se certifier cette année, donc jusqu'au mars 2026, je crois, un truc comme ça. Ce que je dis, c'est de tête, donc il faut vérifier. Voilà. Mais je pense qu'elles ont jusqu'à mars 2026 pour être certifiées. Avant, c'était de l'auto-certification, et la certification, c'est le fait que tu vois, les données ne peuvent pas bouger pour éviter la fraude, le fait qu'elles fassent de l'archivage, enfin, c'est des trucs comme ça. C'est une norme NF. Et du coup, maintenant, elles doivent être vraiment certifiées. Donc je crois des 4000, il y en a plus de 700 qui sont certifiés. Donc il y en a beaucoup qui font le travail d'être certifiés. Donc imagine, elles sont en train de faire ce travail-là. Et puis après, on leur dit, en fait, vous avez le e-reporting. Ils sont là, mais attends, what the fuck, encore. Et du coup, nous, on arrive en disant justement, nous, on a déjà créé des connecteurs de caisse en vue de liés à la compta. C'est ce qu'on fait de base. Mais on va leur dire, chère caisse, mais en fait, derrière les outils compta, souvent, tu as aussi une PA. On va dire, nous, on va vous connecter à la PA directement. Mais comme les specs sont pas encore définis, nous, on peut aller chercher le ticket Z aujourd'hui, mais plein d'autres choses. Et là, on ira chercher tout ce qu'il faut, notamment, il y aura des systèmes de facture, etc. Donc ça, on est dans notre cœur de métier, finalement, de faire parler de logiciels ensemble. Et donc, on revient sur le sujet de l'ouverture nécessaire, c'est que ce e-reporting, en fonction de ce que ils décideront, ça peut être une galère, mais ça peut ne pas être une si grosse galère si les logiciels sont ouverts et que tout est interconnecté. Ouais, mais en fait, il faut que quelqu'un fasse quand même le travail, parce que même si l'AFNOR définit des standards, etc., mine de rien, tu dois quand même l'implémenter. Tu vois, donc soit c'est la caisse qui le fait, soit c'est la PA qui le fait, soit nous, avec notre approche unifiée, on le fait une fois pour tous. Tu vois, tu disais la boîte elle a 3 ans, à l'allure à laquelle ça va, ça grossit vite, et en même temps à l'allure à tous les changements qu'on est en train de vivre. 2030, donc en termes de facture électronique, il devrait y avoir quelque chose. En tout cas, c'est la date limite. L'Europe devrait être tout ça. Les agents IA devraient être intégrés dans les outils de prod. Je pense qu'on refait le même épisode dans 5 ans. Il s'est rien passé. C'est quoi, toi, ta vision aujourd'hui qui est au cœur tu vois, il y a un congrès. On y était. On devait être au congrès des experts comptables au cœur des flux. Je sais plus lequel c'était. C'était peut-être à Paris juste avant Bordeaux. Je sais plus. Anyway, toi, t'es vraiment au cœur des flux. C'est quoi ta vision du marché dans 5 ans? En fait, je trouve que la compta, de manière générale, donc la compta tech, si je peux dire comme ça, ou la compta, est le secteur qui est le plus propice à l'IA, de manière générale. Et c'est un secteur qui est bousculé donc par la facturation électronique et l'IA en même temps. Et donc en fait, c'est une vague que je pense, il y a peu de secteurs qui ont eu. Et je pense que le secteur de la compta n'a plus vu ça depuis, il ne verra plus ça pendant longtemps, tu vois. Donc la manière dont on fonctionne aujourd'hui ne sera plus du tout la manière dont on fonctionne dans quelques années. Donc pour moi, l'avenir, c'est de l'automatisation complète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expert comptable, hein. C'est-à-dire que le métier change. De la prod, quoi, c'est ça.
tu récoltes les flux tout seul et ton outil est assez intelligent pour te préfère un peu de la compta, mais toi t'apportes du conseil quoi. Tu dis mais attends, là je vois ça, en fait ton IA va du coup te suggérer des choses à dire à tes clients. Attention, ce client là il fait ça, celui-là fait ça. Tiens, je devrais lui dire de faire plus de frais là-dedans. Enfin toi, donc tu vas pouvoir apporter du conseil grâce à des outils qui digèrent toute l'info pour toi et qui te la donnent correctement. Et la captation de ces infos sera automatisée. Et alors il y a des super outils. Au-delà de la France, il faut regarder par exemple Riet avec RI2LET. Incroyable comme outil, et tu vois que ça se dirige vers là. Ils font quoi ? C'est un outil de compta en gros, fait de zéro, boosté à l'IA, mais un truc de fou. Ah ouais. C'est où ? C'est aux États-Unis. Ok. Mais tu vois que tous les outils se dirigent doucement vers là. Alors t'as des outils plus legacy, du coup, qui ont 20 ans derrière eux, donc souvent les éditeurs vont recréer des nouveaux outils. Ils vont améliorer ces outils-là évidemment un maximum, mais ils vont créer des nouveaux. Et donc je pense que la facturation électronique et l'IA bouleversent le secteur. Je vais dire pour un mieux, mais enfin je me permettrai pas de dire pour un mieux, en fait c'est pas le bon mot, mais pour mieux fonctionner en tout cas. Mais du coup c'est vrai que c'est un changement drastique, mais pour pas mal de secteurs, tu vas pouvoir faire parler beaucoup plus ta data de manière générale. Comment tu fais, tu vois, dans ce monde en total mouvement, là où tu l'as dit, les experts comptables, les cabinets, les boîtes de services en général sont en train de se faire, de se transformer à marche forcée, quoi. T'as pas le choix. Toi qui es au cœur du truc, comment tu fais pour te transformer ? Est-ce que tu vois, comment t'évolues, comment tu fais vivre ta boîte dans un rythme de changement ultra permanent ? En fait, ouais, il faut rester aux aguets et tester, micro-tester. Moi, ça, on aime bien faire. Donc, c'est-à-dire que, en effet, je pense que, de manière générale, les personnes dans la tech et dans la compta tech, on est fort au courant de tous ces sujets. En tout cas, on essaie de rester au courant de ces sujets de facturation électronique, d'IA, etc. Et donc, on se rend pas compte qu'au fur et à mesure, on s'améliore sans faire exprès. Tu vois, on lit des choses, on rencontre, on parle, on teste. Et en fait, mine de rien, petit à petit, tu évolues sans t'en rendre compte. Et donc, par exemple, je me rappelle très bien un jour, on était à Station F, et histoire un peu cocasse, mais en gros, il y a 2 événements en même temps. Mais genre, les événements sont pas notés. Un sur l'IA, et un, c'est un truc d'investisseur, quoi. Et moi, je devais aller au truc d'investisseur. Mais ils sont pas notés et tout. J'arrive dans le hall de Station F. Et puis là, quelqu'un de Station F vient, me prend, il me dit, tiens, Gauthier, c'est là-bas que tu dois aller. Très bien, je vais là-bas. Et j'arrive dans ce talk IA, où je sais plus qui c'était, mais c'était genre un ponte de l'IA qui était venu des States pour parler avec les quelques boîtes IA. Mais nous, on n'était pas du tout une boîte IA, tu vois. Et donc, j'étais, mais qu'est-ce que je fous ici, merde. Enfin, tu vois, puis c'était intéressant. Puis je me dis, maintenant, ça fait 20 minutes que je suis là, je peux plus partir, tu vois. Donc, je reste. Et à ce moment-là, pour te dire à quel point on a changé aussi intérieurement, donc on était au tout début de Shift. On avait 3-4 mois, quoi. Et peut-être un peu plus, peut-être 6 mois. Et je me disais, mais de quoi il parle, tu vois. Jamais de quoi on parle ici. J'écoutais, j'étais, ouais, mais c'est incroyable. Oui, on connaissait un peu l'IA, on connaissait ChatGPT, tu vois. On connaissait pas l'IA derrière. Et à ce moment-là, honnêtement, moi, je me disais pas que genre 1 an et demi plus tard ou 2 ans plus tard, on allait travailler sur les MCP et compagnie, tu vois. J'avais pas encore du tout cette vue-là. Et le fait de changer ta vue, c'est simplement de rester aux aguets, de voir ce qui se fait ailleurs. Donc, notamment, par exemple, ton podcast, ça aide à ça, quoi. T'as des podcasts aussi de personnes, des fois dans d'autres pays, ou des lectures dans d'autres pays qui sont un peu plus avancées, ou qui ont testé d'autres choses, imagine. Parce il y a beaucoup d'investissements qui se font dans ces pays-là. Il faut lire ça, quoi. Et après, tu testes. Tu dis, mais attends, c'est marrant. En fait, je peux payer Claude pour que mes données soient chez moi. Je peux tester, je le connecte là-dessus, je teste. Et toujours, je pense que maintenant, il faut vraiment se dire, les recrutements nouveaux peuvent aider. Nous, on a recruté quelqu'un chez nous qui fait que de l'IA. C'est un jeune. Sa mission, c'est d'implémenter l'IA partout, c'est possible, dans nos produits. Bon, notre CTO le fait aussi, mais lui, son focus, c'est ça. C'est son rôle. C'est son rôle. Nos devs, ils doivent utiliser l'IA. Genre, c'est une obligation, tu vois. Tu dois utiliser l'IA. Mais les sales, tout le monde doit utiliser l'IA partout, c'est possible. Et en fait, c'est et attention, je dis pas utiliser l'IA n'importe comment, mais c'est essayer de repenser ton processus. Attends, je fais ça, mais c'est pas un peu débile d'avoir un call et de le réécrire. Attends, mais évidemment, aujourd'hui, t'as des trucs d'appel qui le transcrivent. Enfin, toi, ça, c'est des bêtises, mais c'est se dire à chaque fois, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce que je peux améliorer dans ma manière de fonctionner. Et en fait, tu rentres dans une tendance et dans une amélioration continue. Et en fait, tu te rends pas compte que en fait, finalement, t'as pris le bateau avec tout le monde et puis tu regardes un petit peu et tu t'améliores. C'est quoi le profil, là, c'est intéressant, t'as recruté quelqu'un c'est un ops IA, quoi, en quelque sorte? Ouais, c'est quand même un développeur. Okay. Il a une formation de développeur de base, et puis il avait fait plusieurs formations dans l'IA. Et donc, nous, il est venu chez nous pour justement, on avait déjà travaillé sur l'MCP, etc. Mais pour
notamment l'offre que je te parlais sur le reporting. Donc il travaille là-dessus notamment, mais en plus de ça, il s'assure que nous, on utilise les meilleurs outils en interne, tu vois. Donc on utilise Cursor par exemple pour coder, on utilise Claude, on utilise des trucs, mais du coup en fait lui il va être on a des lead dev et nos développeurs qui eux sont dans les outils de développement pur, mais lui il va se dire ok, qu'est-ce que je peux apporter dans la technologie de Shift et dans la manière de fonctionner chez Shift pour améliorer le processus. Et donc en fait c'est parce que tu es focus sur ton boulot au jour le jour. En fait, tout change autour de toi. Et donc nous, là, lui, c'est un peu nos yeux et nos oreilles en disant, mais attends, le modèle change, il y a ceci, on va implémenter ça, etc. C'est génial. Et comment il diffuse, tu vois, auprès des équipes? Est-ce que vous avez des rendez-vous réguliers sur OK, il y a ça comme actu, tiens, tu peux le faire comme ça? Ouais, c'est Slack. On a un Slack. T'as un canal IA et dans lequel ça partage. Il y a plusieurs canaux et lui, il partage les informations. Après, attention que c'est pas une personne qui doit le faire. Donc nous, c'est pas mal de personnes. On a surtout un autre lead développeur, si tu veux, qui prend ça sur le côté dev et lui, il va prendre ça sur toutes les implémentations de ton produit, quoi, tu vois. Et après, c'est tout le monde en fait chez nous, tu vois, genre. Par exemple, la personne qui fait ça sur le côté plus produit ne va pas le faire du côté sales. Tu vois, il va pas tester des outils pour les sales. Tu vois. Non. Donc, il reste dans sa verticale, mais par contre, c'est dans la culture. T'as réussi. J'imagine c'est quoi? C'est une boîte. Bon, il y a pas d'âge, mais. On est relativement jeune quand même. Mais après, je pense que ça m'a ouvert les yeux de me dire à un moment, mais tu vois, genre Henri, mon CTO, il fait plein de trucs. Il y a un moment, on s'est dit, mais c'est tellement cool. En fait, si on avait un peu plus de temps. Mais qu'est-ce qu'on ferait ça? Ce serait génial. En fait, c'est trop con. Alors, tu fais rien, tu vois. Donc, on s'est dit, recrutons quelqu'un. La mission sera que de faire ça. Mais du coup, il est guidé par Henri, mais il permet aussi à Henri, simplement, des fois, d'être titillé par quelque chose et de se dire, mais attends, ce truc, c'est génial, ça évolue, attends, on va le mettre en place, etc. Ouais. Ah, j'adore. Mais attention que nous, on est une boîte tech, hein, donc c'est normal. Tu vois, après, je pense que pour des experts comptables, je pense que être tenu à jour par des sources externes, et je pense que leur éditeur devrait être aussi le plus à jour possible, est déjà une très bonne chose. Toi, il faut être aux aguets de ce qui se passe autour, un peu tester. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est pour ça que je te pose la question, déjà parce que ça me permet, c'est mon kiff perso et ça me permet de comprendre aussi comment j'évolue mes boîtes, mais c'est que même si c'est pas leur cœur métier, c'est intéressant de voir comment toi tu fais dans une boîte tech, quelle est la bonne pratique, si tant est qu'il y ait bonne pratique ou pas, mais quelle est la pratique en tout cas que tu mets en place pour toi quand tu sais que dans ton secteur d'activité tu te fais transformer par l'IA, ou du moins tu te fais accélérer et que si tu le prends pas tes concurrents le prennent, etc. C'est sûr, ouais. Et donc en fait la bonne pratique et attention que là on parle de la compta, mais là je vous parle de développement. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si une API est bien documentée, on a nous ce qu'on appelle un engine, donc un truc pour créer nos connecteurs. On a déjà réussi à faire donc de base un connecteur, tu l'as codé, tu l'as le testé, on a réussi à vibe coder, comme on dit, des connecteurs. Alors après, le truc est pas parfait, donc on le reprend, on le corrige, etc. Mais ça veut dire qu'on teste ça aujourd'hui pour être beaucoup plus rapide, avoir plus de vélocité dans le développement. Et en fait, l'IA dans le développement et dans la compta, c'est incroyable, tu vois. Vibe coder qui est en fait que tu as fait coder le début de l'histoire par l'IA. L'IA a codé le connecteur, oui. Même pas le début, l'IA a codé le connecteur. Donc nous, on a construit l'engin, enfin l'engine, on dit, donc le moteur, pardon. On a construit le moteur, donc on a fait plein de tests, ça nous a pris du temps, tu vois, de construire ce moteur-là. On prend la doc, donc on prend les specs, la doc, ça, on le tape dedans, et on a un connecteur livré. Alors attention, aujourd'hui, c'est sur les connecteurs plutôt simples, notamment de caisse, etc. Il faut qu'il y a quand même quelques requirements minimum pour que ça fonctionne, mais on est aux prémices, tu vois. Et donc, mais si nous, on travaille pas là-dessus, et que l'IA s'améliore encore bien dans la prochaine année, tu vois, nous on doit être les précurseurs en fait. C'est nous qui devons leader le chemin là-dedans. Tu vois. Ouais, mais donc c'est intéressant de comprendre comment le précurseur fait et s'organise en interne pour quelle est la bonne pratique qu'on peut mettre en place dans nos boîtes de services qui franchement connaissons à peu près les mêmes. Tu vois, moi, je te dirai en off ce que j'ai fait juste avant avec l'IA, ça rabat pas mal de cartes. On arrive presque sur la fin, mais tu vois, je t'ai demandé le marché, mais maintenant je te demanderai plus Shift. C'est où Shift dans 5 ans? En fait, nous, même 5 ans, nous, en fait, dès qu'on a créé la boîte, on avait vu 2027. On voulait être les leaders européens en 2027, tu vois. Alors, ça veut dire beaucoup et pas grand chose, mais en tout cas, c'était notre mission. C'est-à-dire lancer tous les pays de l'Europe de l'Ouest, en tout cas, d'avoir de la bonne connectivité là-dedans. Donc, en fait, simplement, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les PME puissent connecter leurs outils en un clic. Ça, c'est notre mission. On va arriver à ça. Donc, pour y arriver, on doit aller dans chaque pays et développer chaque marché. Et donc, nous, 2027, c'est ce qu'on vise. Bon, après 2027, on sera peut-être pas encore les leaders partout. Donc, peut-être que c'est peut-être mieux de viser 5 ans. Mais du coup, nous, c'est ça. Donc, nous, on veut être l'outil de connexion pan-européen.
Donc je vais te le vulgariser. J'aimerais tellement pas qu'on me fasse ce genre de choses, mais tu serais bien que la comparaison soit cool, hein, je pense, mais tu serais le Zapier ou le Make de l'interconnexion des outils de gestion et des outils compta en Europe. C'est ça. Et alors la différence avec un Zapier, c'est que Zapier, monsieur, madame, tout le monde peut aller dessus et faire son petit truc comme il veut. Mais en fait, nous, en gros, on est plus ou moins invisible, quoi. Et qu'on est très axé, en effet, sur les flux financiers. Ouais. Et je donnais cet exemple parce que un des sujets que j'ai souvent avec les cabinets qui sont mais la sécurité des données, l'hébergement, la RGPD, tu vois, dès qu'on parle de tout ça. On adore. Mais dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que toi, t'es le tuyau. Donc tu n'interviens pas ou il y a des sujets quand même. Bien vu. Donc en effet, nous, donc on est ISO 27001, tout ça. Et en fait, on n'enregistre pas la donnée. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on amène de la donnée au logiciel. Donc, dans notre offre, tu vois, par exemple, sur le reporting AI, qu'est-ce qu'on fait ? On amène la donnée au logiciel à nouveau pour qu'eux puissent l'exploiter. Et donc, nous, en fait, la donnée, quand tu fais un call API chez nous, on va le faire. Donc, pour reprendre le cheminement, tu es dans ton outil de compta, tu cliques sur Shopify, tu connectes Shopify, le mapping se fait, magnifique. Les données d'e-commerce rentrent. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on va faire get order dans l'e-commerce, on va faire pousser par exemple des journal entry dans l'outil de comptabilité, mais en fait une fois que c'est passé, ça disparaît. Et nous on garde les logs pour nos clients, donc ils voient tous les calls qui ont transité, parce que si t'appelles et il y a un problème machin, il faut qu'ils puissent voir ce qui s'est passé. Par contre il n'y a aucune donnée qui reste chez nous. Ouais, tu fais que passer quoi. À part dans un cas, on sait utiliser notre outil de deux manières. On garde que les identifiants techniques pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trucs qui passent. Donc, on a une ID de facture. Identifiant, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il y a dans la facture. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Ça ouvre quand même des changements de paradigme qui sont dans les usages qui vont être assez fous dans les prochaines années, quoi. Ouais, c'est super. C'est vraiment. Et franchement, je pense que la connectivité comptable, vraiment, quand je dis que c'est cœur pour tous les éditeurs de logiciels de gestion, tu vois. Un outil de gestion des dépenses comme Spendesk ou un outil comme on disait, pour le coiffeur ou peu importe, ils doivent tous se connecter à la compta avec la facturation électronique. Obligatoire. Et donc, ce qu'on pensait, parce qu'au tout début de la facturation électronique, quand on ne connaissait pas encore trop il y a 2-3 ans, tout le monde se posait des questions, on entendait tout et son contraire, on le voyait comme une énorme opportunité et une énorme menace. Tu vois. Et aujourd'hui, je peux dire que pour tout l'écosystème, donc entrepreneurs, éditeurs, outils comme nous d'infrastructure plutôt, et des experts comptables, c'est une énorme opportunité. Ouais, ben écoute, c'est magnifique. Tiens, je voulais te demander en 2 secondes, parce que tu parlais de ressources, quelles ressources on peut partager ? Comment tu te développes ? Qu'est-ce qui est intéressant sur le développement de ta boîte ? Est-ce que tu veux il y a un truc mon livre que je vais pouvoir lire à Noël. Ouais. Écoute, nous, on est, comme tu disais, c'est vrai qu'on n'est pas très visible, donc ça, on doit peut-être encore un peu travailler dessus. Mais donc, on est plutôt actif sur LinkedIn. C'est plutôt d'ailleurs mon profil qui aujourd'hui qui est un peu le plus actif. Mais donc, vous pouvez ton profil en description. Vous pouvez suivre notre page, ça nous ferait très plaisir. Comme ça, on monte un petit peu dans les followers. Sinon, en effet, c'est mon profil LinkedIn. Si vous voulez avoir de l'info, évidemment, vous allez avoir ça sur notre site. Si vous voulez avoir de l'info très précise sur des flux, etc., dans le site, vous avez de la doc. Alors, la doc API, ça peut sembler chiant, mais si vous parcourez un peu, il y a de la lecture et pas des specs techniques. Et au pire, je prends ta doc API et je la mets dans Notebook LM et j'interagis avec Notebook LM pour... Mieux, tu vas sur la doc et tu poses ces questions dans la doc. Ah ouais. Donc, vous pouvez tous y aller, vous allez sur notre site, dans la doc, et après, tu peux dire, en fait, que fait ceci, cela, et notre doc a déjà de l'IA dessus, quoi. Ok. Ça aide des développeurs qui s'intègrent avec nous, ils disent, je fais un outil de facturation, comment je fais pour m'intégrer à de la compta? On va dire, attention, dans tel pays, c'est des journal entry, là, c'est des factures, pousser des transactions, des spends, c'est des dépenses, c'est très bien, des fois c'est une facture, des fois c'est une dépense, donc on présente tout ça. Et donc ça, c'est pour avoir un peu d'infos sur Shift. Et le livre, je t'avoue que j'étais vraiment très très friand de plein de livres d'entrepreneuriat, moi, avant de lancer Shift. Donc j'en ai lu, mais plein, quoi. Et donc il y en a plein que j'adore. Donc c'est très difficile de donner un nom comme ça. Je lis un petit peu moins maintenant, du coup. Mais depuis que j'ai monté ma boîte, je lis plus de livres d'entrepreneuriat parce que je me rends compte que j'applique aucun concept. Non, justement, en fait, non, mais ce que je trouve pas mal, c'est que j'ai jamais pris beaucoup de notes et tout, mais en fait, tu l'as quelque part en toi, tu vois. Tu le lis, tu l'as en toi, puis à un moment, quand t'en as besoin, tu l'as quand même quelque part, donc tu l'appliques. Mais un livre que j'avais adoré, ça s'appelle L'entreprise du bonheur, de Tony Ish. Ouais. Très sympa. Très sympa. Et 2 trucs dedans, enfin deux volets différents. Le premier volet entrepreneurial, incroyable. Donc il faut le lire. Quand on est à moitié du livre, on comprend qu'il a 23 ans, ça fait peur. Et l'autre moitié, c'est comment construire une entreprise performante dans la durée, et notamment en essayant de créer du bonheur au travail. Ouais, et pas facile. Enfin, livre américain dans la culture, dans tout ça, mais c'est vrai que c'est la
À la lecture, ça a l'air d'être l'entreprise du bonheur, quoi. Ouais. Zappos à l'époque, c'était. Zappos, ouais. Ça semblait fou. Et alors il y a un autre livre là maintenant, le nom m'échappe, mais je crois que c'est comment ne pas travailler 1 heure par jour, un truc comme ça. Ça c'est un Français qui l'a fait à Paris. Il faudrait que je retrouve, tu mettras dans la description. Mais c'était pas mal, c'était plein de petits tips. Moi je l'ai offert à mes employés. C'était pas la 25e heure? Parce que la 25e heure, c'est un peu le même délire, quoi. C'est beaucoup de petits tips sur beaucoup de tips opérationnels, quoi. Ouais. Genre bêtement, tu dois toujours écrire le même truc, t'installes un petit add-on, etc. C'est ça, ouais. T'as un text expander, tout ce qui prend moins de 2 minutes, tu le fais tout de suite. Exactement, c'est la 25e heure. Maintenant, je le vois exactement. Ouais. Comme tu l'as fait à l'inverse. Ouais, c'est ça. Et la 25e heure, ouais, je trouvais ça assez intelligent pour aussi, tu vois, quand les gens nous rejoignent. En fait, on leur montre notre mindset, quoi. En fait, c'est soit hyper efficace. Alors évidemment, lui dit comment ne pas travailler 1 heure par jour. Bon, c'est pas ça que j'ai envie de dire aux employés. J'ai envie de leur dire, mais comment en fait être plus efficace 1 heure par jour. Après, s'ils sont tellement efficaces et qu'ils partent plutôt, tant mieux. Mais de base, c'est vraiment tous des petits trucs où en fait tu te rends pas compte que tu fais des choses inefficaces. Mais améliore-toi et en fait, ça permet de voir des petites choses, des fois qui sont un peu. Il a 4-5 ans le livre, hein, donc c'est un peu outdated des fois. Mais tu vois, le truc du text expander, franchement, ça fait gagner énormément de temps. Et je vais le remettre en description. Je mettrai ton profil, toute la doc, le lien de ce livre et le lien du livre de l'entreprise du bonheur. Je sais plus si c'est l'entreprise du bonheur, l'entreprise libérale. Non, c'est l'entreprise du bonheur, Tony Ish. Ouais. Super intéressant. Écoute, franchement, je me suis régalé. Merci. T'as dû voir mes yeux qui ont bougé dans tous les sens, quoi, parce que j'étais en train d'essayer de comprendre et de suivre, mais je me suis régalé. J'ai encore, comme quoi cette facture électronique, c'est un vrai sujet dont il faut se saisir tout de suite. L'ouverture, tu vois, en ce moment où tout le monde discute des éditeurs, il y a quand même un chamboulement aussi sur ce marché. Ouais. Donc très important d'avoir la logique d'ouverture et toutes ces questions en tête. Et si je peux dire un mot de positif là-dessus, c'est que la plupart des éditeurs, donc je dis bien la plupart, donc c'est vrai pas tous, mais quand même vachement, la plupart des éditeurs de compta s'ouvrent. Même ceux qui étaient fermés s'ouvrent. Donc tout ce qu'on va vouloir faire, c'est que ce soit le plus ouvert possible. Et vraiment le mot, c'est de dire attention à la facturation électronique. Oui, ça fait peur. Oui, il faut prendre le sujet, il faut le connaître pour dire au client comment ça va se passer, parce que il faut savoir que l'entrepreneur, il a un peu rien à faire. Hein, il veut juste être conforme, quoi. Et en fait, c'est lui expliquer l'avantage, etc. Et l'opportunité. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que en tant qu'expert comptable, tant qu'il y a les flux qui rentrent, tout va bien. C'est un peu ça l'idée. Magnifique. Écoute, je prends ce mot. On va finir sur de l'optimisme. C'est la fin de l'année, tu vois. Là, on diffuse début décembre. J'aime bien finir sur une note optimiste. En tout cas, Gauthier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir au bureau. J'ai encore plein de questions. Je suis sûr que tu vas revenir, à mon avis, dans les prochaines saisons, parce que ça va bouger vite. Puis j'aime bien le côté, franchement, international aussi, quand même. Tu vois, de prendre le pouls des marchés. Je pourrais revenir après, donc 1er janvier, ça se passe en Belgique, donc je pourrais te dire comment ça se passe. Tu vas me faire un petit débrief. On fera une petite capsule. La capsule belge, du coup, tu vois, avec Amaris, avec Claude qui passait dans l'épisode juste avant toi, et du coup, on parlait rapidement de la Belgique, mais où ils sont bien installés là-bas. On va faire un épisode belge. Écoute, avec plaisir. Allez, c'est noté. Merci beaucoup, Gauthier. En tout cas, si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez vous aussi appris plein de choses et que ça vous a ouvert l'esprit et les chakras pour développer les cabinets en 2026. Avec tout ce qui va se passer, ça va être que du positif. C'est des transformations. Je le comprends, c'est complexe, je le comprends, mais ça reste quand même que du positif, et c'est au final pour apporter plus de, on va le dire quand même, un peu de croissance et plus d'intérêt dans certains jobs. On va vivre, je pense, une année 2026 forte en émotion, forte en transformation, et le podcast de l'Accounting Business Club sera toujours là pour vous apporter un maximum d'infos. Partagez-le au plus grand nombre et je vous dis à très vite. Ciao.